Bonjour et bienvenue au Cégep de Chicoutimi. Je me présente, Marjorie Bilodeau, je suis accompagnée de Sabrina Leclerc et nous sommes toutes deux conseillères en information scolaire et professionnelle. Le Cégep de Chicoutimi est fier d'avoir produit des vidéos d'information scolaire qui vous permettront d'en découvrir davantage sur l'ensemble de nos 22 programmes de formation préuniversitaire et technique. Ces vidéos se veulent un outil supplémentaire pour vous aider dans votre réflexion. D'ailleurs, dans celle-ci se retrouve de l'information sur le programme d'études, mais aussi sur le marché du travail. Et bien sûr, sur les avantages du Cégep de Chicoutimi. Bon visionnement! Mireille, j'ai l'impression que l'inhalothérapie, c'est un programme qui est méconnu des étudiants. Est-ce que tu peux me parler de ce que fait un inhalothérapeute? Oui, tout à fait. Un inhalothérapeute, ça a un travail quand même très diversifié. Oui, il y a le côté milieu hospitalier, donc urgences, soins intensifs, laboratoire de physiologie respiratoire. On va sur les étages aussi également, salle d'accouchement. Mais on a également, dans le fond, l'apnée du sommeil, les cliniques privées, les blocs opératoires privés, les CLSC. Donc, on voit que l'inhalothérapeute n'est pas seulement qu'à l'hôpital, mais aussi extra-hospitalier. Concrètement, que fait l'inhalothérapeute? C'est certain que l'objectif est toujours de travailler au niveau des poumons, donc tout le système cardio-respiratoire. Par exemple, si on y va avec le bloc opératoire, on travaille beaucoup avec l'anesthésiste. Donc, pendant l'induction, lorsqu'on endort, dans le fond, on fait quand même au niveau de l'accueil du patient, on fait l'installation du patient au bloc opératoire. Ensuite, c'est l'induction, le moment où on endort le patient. On fait tout le maintien, on surveille les signes vitaux, tous les gaz anesthésiques pendant la chirurgie. Puis ensuite, quand la chirurgie est terminée, bien, c'est sûr qu'il faut réveiller le patient. Donc, on travaille toujours avec l'anesthésiste à ce moment-là. On l'envoie à la salle de réveil. Donc, ça, c'est une portion de bloc opératoire. Ensuite de ça, on a également le laboratoire de physiologie respiratoire. Donc, c'est des tests que l'inhalothérapeute va effectuer auprès de la clientèle pour faire des diagnostics comme la bronchite chronique, l'emphysème, toutes les maladies restrictives comme les fibroses pulmonaires, pneumoconiose, etc. Donc, c'est encore là très diversifié. Au niveau des soins intensifs, on a le travail avec l'intensiviste, l'infirmière, vraiment l'équipe interdisciplinaire. On travaille à maintenir le patient en forme avec souvent sous ventilateur ou sous différents systèmes d'oxygénation comme l'Optiflow, qui va permettre au patient de bien respirer, de recevoir son oxygène comme il faut, de bien ventiler ses poumons, sortir le CO2. Donc, c'est sûr que ça tourne toujours au niveau système cardio-respiratoire. Sur les étages, on va aller travailler, on va faire beaucoup d'enseignements sur les étages. On fait l'évaluation du patient au niveau de son rythme respiratoire, au niveau de ses poumons, son auscultation. On peut lui faire des techniques d'enseignement pour que le patient puisse être capable de reprendre de prendre des bonnes habitudes pour que lorsqu'il va retourner à la maison, que la médication qui va lui être prescrite soit administrée correctement. Également, on travaille à la salle d'accouchement. On y va pas tout le temps. On va à la salle d'accouchement seulement lorsque le médecin désire notre présence. Dans le fond, on s'occupe du bébé. Lorsque le bébé, soit qui est trop gros, trop petit, un accouchement difficile, la mère a reçu beaucoup de sédation, on a peur d'avoir un petit bébé endormi, qui a de la misère à respirer. Donc, on va à la salle d'accouchement, on prépare notre matériel, la table radiante, puis on a des fois à faire des manœuvres, des fois, il y a de la réanimation à faire, il y a de la succion, du positionnement. Donc, on a plein de belles choses à faire à la salle d'accouchement. On travaille également à la salle d'urgence. Encore là, à la salle d'urgence, on va aller faire des patients qui ont des problèmes respiratoires, problèmes cardiaques. On va aller des fois installer des appareils en salle de traumatologie, salle de stabilisation, des appareils qui vont envoyer de la pression dans les poumons. On a encore de l'oxygène à donner à notre patient. C'est certain que tous les accidents de la route ou que la personne n'est pas capable de respirer par elle-même, mais c'est sûr qu'on va être sollicité. L'inhalothérapeute va être au premier plan avec l'urgentologue pour intuber, pour installer un tube à l'intérieur de ses poumons, installer un ventilateur qu'on appelle communément le respirateur. Puis, on va aller faire des transferts aussi. Des fois, on est appelé à faire des transferts en ambulance, transferts en hélicoptère, pour aller porter le patient au bon endroit selon la maladie que le patient va avoir, pour avoir différents traitements particuliers. Donc, c'est un travail quand même qu'on voit très diversifié par rapport à ça. Tout à fait. On en trouve un peu partout, finalement, dans les différents... Oui, tout à fait. À l'hôpital. Exactement. Est-ce que tu peux me parler plus en détail de les 3 ans de technique en inhalothérapie?
Oui, nous avons un programme de 3 ans, comme tu l'as mentionné, Marjorie. Dans le fond, la première année, beaucoup de cours d'introduction. On commence avec une première session, cours de chimie, de physique, biologie. On va chercher vraiment des bases un petit peu plus solides à ce niveau-là. Il va y avoir des stages d'observation à faire en milieu hospitalier où l'étudiant va aller vraiment voir les différents milieux, voir, dans le fond, la tâche de l'inhalothérapeute. Puis, après ça, à l'hiver, on va tomber dans des cours un petit peu plus vraiment inhalothérapie. Là. On s'en va dans la pharmacologie, on s'en va dans toutes les différentes manières de donner des pompes, les différents appareillages, ensuite les techniques de réanimation. Donc, c'est très intéressant. Sabrina va nous dire si l'air passe bien les deux côtés. L'air passe bien. Rendu en deuxième année, ce qu'on fait, c'est qu'on mélange tout ça un petit peu. Donc, on mélange un petit peu toutes les notions qu'on a vues en première année, puis là, on va venir en rajouter. Là, on tombe vraiment dans des cours reliés vraiment à notre domaine d'expertise. Donc, des cours d'anesthésie, des cours de soins critiques, de soins intensifs, des cours d'urgence, des cours de thérapie respiratoire. Donc, ça fait vraiment en sorte que notre étudiant est très prêt pour s'en aller dans sa troisième année. La troisième année qui est exclusivement consacrée au stage. Alors, l'étudiant va être amené à aller dans différents milieux. La physiologie respiratoire pour les tests diagnostiques, il va s'en aller sur les étages, soins intensifs, l'urgence. Donc, on a des stages en CLSC également. Donc, ça va faire en sorte que l'étudiant, lors de sa troisième année complète, dans le fond, cette année-là n'est pas au cégep, mais vraiment à l'hôpital entièrement. Et donc, l'étudiant doit vraiment toucher aux différents domaines de l'inhalothérapie. Il ne pourrait pas dire « je veux, moi, uniquement me concentrer sur les salles d'opération ». Non, effectivement, il n'y a pas le choix, dans le fond, d'aller toucher aux différents aspects de l'inhalothérapie. J'imagine que cette année-là de stage entière doit être appréciée des étudiants. C'est très concret. Là. Oui, c'est certain que c'est vraiment le summum pour l'étudiant parce que là, ça fait 2 ans. Oui, il avait eu son stage en première année d'introduction, sauf que lorsqu'il arrive en stage puis qu'il voit vraiment le patient, puis il est toujours jumelé avec un inhalothérapeute, il y a des moniteurs cliniques, superviseurs cliniques aussi qui encadrent cet étudiant-là. Donc, ça fait qu'il y a une belle préparation pour que lorsqu'il va terminer son programme de 3 ans, il soit un inhalothérapeute compétent pour la société. Bien, moi, je pense qu'il faut vraiment que tu sois quelqu'un qui soit capable de gérer ton stress. Il faut que tu apprennes à avoir confiance en toi puis être capable de prendre des décisions. Il faut aussi que tu sois prêt à t'investir dans ta technique, venir te pratiquer, être présent en classe, écouter, parce que c'est vraiment une formation qui est complète, mais il faut vraiment être prêt à s'investir. Dans le fond, moi, j'arrive du secondaire, je viens du Lac-Saint-Jean. Puis c'était ma conseillère en orientation qui m'avait parlé de ce programme-là. Puis j'ai été allée voir une présentation qui faisait près de chez nous par rapport à l'inhalo. Puis ensuite, j'étais venue passer une journée au cégep ici, faire étudiant d'un jour. Puis j'avais vraiment aimé ça, ça m'intéressait, tout ce qui avait rapport avec l'intervention d'urgence et tout ce qui entoure ça. Fait que j'ai décidé de m'inscrire l'année dernière, fait que je suis à ma 2e année. Je crois que c'est important d'avoir un intérêt pour le domaine de la santé en premier. Ensuite, c'est important d'aimer aussi le travail d'équipe parce qu'on travaille beaucoup en équipe à l'hôpital, puis aussi à l'école, on apprend tout de suite à travailler avec nos collègues puis nos enseignants. Et aussi, je crois que c'est important que la personne soit prête à investir beaucoup de temps dans ses études en venant pratiquer en dehors des heures de cours. Moi, j'arrive du secondaire, je viens d'étudier mon secondaire 5. Déjà en secondaire 5, j'avais déjà l'envie d'aller travailler en milieu hospitalier. Donc, je suis allée voir une conseillère en orientation pour un peu voir les domaines qui s'ouvraient à moi. Puis, c'est là que j'ai découvert l'inhalothérapie. Je n'étais pas au courant que ça existait. Ça m'a vraiment intéressée tout de suite en partant. Donc, je suis venue faire élève étudiant d'un jour en secondaire 5. J'ai vraiment vu c'était quoi la technique. Donc, je me suis inscrite. Puis, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. On a souvent des étudiants qui vont hésiter entre soins infirmiers et inhalothérapie, donc un intérêt pour le domaine médical. Peux-tu nous dire qu'est-ce qui distingue l'inhalothérapie de soins infirmiers? Oui, dans le fond, au niveau des soins infirmiers, l'infirmière va prendre en charge le patient dans toute son entité. Donc, exemple, une infirmière peut, en neurologie, dans sa journée, va passer sa journée avec un nombre de patients X auxquels elle va apporter des soins généraux, l'évaluation globale du patient, etc. Par contre, l'inhalothérapeute, si on prend l'inhalothérapeute dans cette même journée-là à l'hôpital, l'inhalothérapeute va être vraiment appelé
Au niveau des différents soins qu'elle peut apporter à différents patients. Donc, l'inhalothérapeute peut partir le matin, il y a une réanimation à l'urgence, donc elle s'en va à l'urgence faire de la réanimation parce qu'il y a eu un gros accident de la route, mais par la suite, elle va prendre le même patient, le diriger vers les soins intensifs puis compléter son traitement aux soins intensifs puisque le patient a besoin de soins comme un ventilateur ou qu'on dit des fois le respirateur. Puis, à un moment donné, le cellulaire sonne, il y a un accouchement qui va pas bien, donc l'inhalothérapeute va partir puis va s'en aller donner des soins au petit bébé qui est appelé à naître. Donc, voyez-vous, le travail est différent, mais très, très, très complémentaire parce que dans le fond, l'humain est au cœur des soins. Donc, l'infirmière et l'inhalothérapeute travaillent vraiment ensemble. C'est nos collègues de travail, sauf qu'on a des tâches vraiment différentes, mais qui se complètent très bien pour le bien-être du patient. Mireille, est-ce que tu peux me parler du profil type des étudiants qui s'inscrivent en technique d'inhalothérapie? Étant donné que, dans le fond, au niveau de nos soins, c'est l'humain qui est au cœur de nos soins, c'est certain que notre futur inhalothérapeute doit avoir vraiment beaucoup d'empathie envers l'humain. Il faut qu'il soit à l'écoute de ses besoins, il faut qu'il soit prêt, qu'il aime la proximité que le patient peut lui donner. Également, beaucoup de minutie parce que, quand on prend l'exemple d'une salle d'accouchement, un petit bébé qui naît, les petits bébés prématurés, tout ça, donc ça fait en sorte qu'on va manipuler des objets, un tube endotrachéal qu'on va rentrer avec l'anesthésiste ou le pédiatre dans les poumons, que c'est très, très, très petit. Donc, il faut que l'étudiant soit près de ses doigts, soit capable d'être très, très, très mobile. Est-ce que ça se développe, la minutie, si un étudiant serait inquiet par rapport à ça, justement, les manipulations? Oui, ça se développe. C'est certain qu'au fur et à mesure qu'on travaille en laboratoire, puis d'où l'importance d'avoir des laboratoires associés à nos cours théoriques, ça fait que l'étudiant, tout au long de ses 2 années au collège, puis de son année de stage lors de la 3e année, ça lui permet de développer des habiletés à ce niveau-là, c'est certain. Là. Ça peut les rassurer, là, il n'y a aucun problème, Marjorie. Ensuite, ce qu'on veut aussi, c'est un étudiant qui adore le milieu de la santé, c'est certain, qui aime vivre aussi en équipe parce qu'on ne travaille pas seul, on travaille avec les infirmières, les technologues en radiologie, les pédiatres. Donc, on est vraiment plusieurs professionnels qui gravitent autour du patient. Donc, c'est pour ça que c'est important que notre étudiant aime le contact humain beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu me parlais de physique-chimie en première année. C'est quoi le rôle de ces matières-là dans la formation? Par exemple, si je prends un cours comme exemple, le cours de soins critiques, qui se trouve être des respirateurs. Bien, le respirateur fonctionne vraiment avec des principes physiques, puis c'est des liens avec des pathologies. Donc, exemple, je peux donner un petit exemple concret, là, une alvéole. Mais l'alvéole, dépendamment quelle maladie cette alvéole-là peut avoir, parce que des alvéoles, c'est comme des raisins que nous avons dans nos poumons, on en a 300 millions dans nos poumons. Donc, ça fait en sorte que ces raisins-là, ces alvéoles-là, de la manière qu'ils vont se comportent selon des principes physiques. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le choix de commencer à la base avec des principes physiques, puis qu'on va venir intégrer la biologie, ensuite intégrer dans les cours spécifiques, dans le fond, à l'inhalothérapie, pour que l'étudiant soit capable d'avoir une vision 360 sur ce qui se produit, dans le fond, dans les poumons. On voit des mannequins derrière nous. J'imagine que même dans les 2 années de formation au cégep, il y a quand même des laboratoires. La théorie est quand même associée à du concret en laboratoire. Oui, exactement. Chaque cours théorique est associé avec un laboratoire. On a des beaux grands laboratoires au cégep de Chicoutimi, ce qui permet vraiment à l'étudiant de pouvoir venir se pratiquer. Présentement, on est dans un bloc opératoire qui est similaire à l'espace, dans le fond, réel qu'on peut avoir au bloc opératoire. Puis, l'étudiant a tous les instruments pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir intégrer les notions d'un inhalothérapeute dans cet exemple-ci du bloc opératoire. J'aime vraiment comment on peut tout de suite mettre en pratique ce qu'on voit en théorie. Je trouve ça intéressant aussi qu'on puisse venir pratiquer quand on est disponible, quand les laboratoires sont souvent ouverts, donc on peut venir en dehors des cours. En dehors des cours, pratiquer. Aussi, les professeurs sont toujours disponibles pour nous. Donc, quand on vient pratiquer en dehors des heures de cours, on peut aller lui poser des questions, puis je trouve ça pratique. C'est vraiment une technique qui est très, très concrète. On entre tout de suite dans les sujets vraiment par rapport à l'inhalothérapie. Qu'est-ce qu'on apprend? On le sait que ça va vraiment nous servir plus tard. Puis beaucoup de pratiques, les enseignants sont disponibles. C'est vraiment le fun de venir à l'école. Pour les laboratoires, on passe des journées dans les labs, on fait des choses, c'est ça, qui sont vraiment concrètes. Est-ce qu'il y a un cours de la formation que tu aimes davantage? Par exemple, il y a un cours que je fais à la session d'automne.
s'appelle l'anesthésie. Puis on voit en fait tout ce qui a rapport avec le bloc opératoire. Puis c'est quoi qui est le fun aussi, c'est que j'ai aussi un cours d'hémodynamie qui est tout ce qui a rapport avec les solutés, monter des canules artérielles. Donc c'est vraiment des cours qui sont complémentaires, puis on est vraiment capable de faire le lien entre chacun des cours. Ça serait quoi les avantages d'étudier au Cégep de Chicoutimi dans le programme d'inhalothérapie? L'avantage du Cégep de Chicoutimi, je vous dirais, comme là, présentement, on est dans un grand espace. Puis je pense que l'effet que nos locaux que nous avons, qui sont bien adaptés à nos étudiants, on a toujours des tables à côté pour faire des petits côtés théoriques. On a nos laboratoires qui sont grands. On a des laboratoires aussi qui restent vraiment spécifiques à un domaine en particulier. Comme exemple, ici, nous sommes au bloc opératoire. Ça fait en sorte que l'étudiant peut revenir n'importe quand. Le bloc opératoire va toujours être présent. On a un laboratoire spécifique aussi aux soins intensifs, avec des patients dans un lit, avec des ventilateurs autour, des écrans. Donc, ça fait en sorte que l'étudiant, des fois, il y a un petit trou en deux heures de cours, mais il peut venir pratiquer. Donc, c'est accessible pour lui. Donc, je dirais le mot accessibilité. Ensuite de ça, bien, on est proche aussi de l'hôpital. On traverse la rue, puis l'hôpital est là, donc le CLSC n'est pas loin non plus. Donc, ça fait en sorte que notre étudiant, c'est facile pour lui d'être mobile pour aller faire ses stages. Au Cégep de Chicoutimi, on a aussi le laboratoire de simulation qui fait en sorte que nos étudiants peuvent être vraiment placés dans des situations authentiques qui vont permettre vraiment de travailler avec un mannequin qui respire, un mannequin qui parle. Donc, il va pouvoir vraiment pratiquer des choses qu'en laboratoire, on n'est pas capable d'atteindre. Donc ça, c'est un bel avantage de notre cégep d'avoir accès à un laboratoire de simulation comme ça. Également, l'effet que le Collège de Chicoutimi a beaucoup d'étudiants dans le domaine de la santé, ça fait en sorte que, moi, je l'appelle un petit peu mon petit trio préféré, dans le sens qu'on a les soins préhospitaliers d'urgence, les ambulanciers. Ensuite, on a les soins infirmiers, les inalos. Donc, on travaille vraiment ensemble dans certains cours pour vraiment travailler tout cet esprit collaboratif-là qu'on va avoir dans le milieu. Parce que c'est pas vrai que dans le milieu, il y a seulement que l'inhalothérapeute ou seulement l'infirmière. On travaille vraiment en équipe. L'effet de pouvoir développer ces stratégies-là, de travailler en équipe dès le début de la formation, ça permet vraiment de faire des inhalothérapeutes ou soins infirmiers ou ambulanciers qui vont être vraiment alertes pour le travail d'équipe lorsqu'ils vont arriver vraiment dans le milieu clinique. Paramédic, est-ce qu'on peut entrer? Oui, s'il vous plaît, venez m'aider. Oui, parfait. Donc, je me présente, Eliane, mon collègue, Jean-Denis. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai 40 semaines de grossesse, puis là, on dirait que ça pousse, là. Oui, votre nom à vous, c'est? C'est Julie, Julie, vous avez quel âge, Julie? 32 ans. Parfait. Est-ce que vous me permettez d'aller vérifier qu'est-ce qui se passe? Puis ben, c'est ça, tantôt, je sentais ça humide, là, entre mes jambes. Isabelle, au Cégep de Chicoutimi, depuis cet automne, on a une belle nouveauté. On a un centre de laboratoire simulé. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste? Oui, en fait, on a un centre de simulation qui inclut plusieurs salles de simulation qu'on peut faire différents scénarios à travers tous les cursus des 7 programmes de la santé. Et c'est vraiment relatif au milieu clinique, c'est-à-dire que c'est représentatif de ce qui se passe réellement à l'hôpital pour ceux qui sont en stage à l'hôpital ou ailleurs. Et on fait vraiment des scénarios qui reproduisent le réel d'un patient qui compliquerait, par exemple, à l'hôpital ou pour nos étudiants, pour savoir comment ils agissent, comment le raisonnement clinique, au niveau du jugement, ça nous permet de voir beaucoup de choses, beaucoup de compétences qu'on veut développer chez nos étudiants, nos apprenants. Donc, concrètement, pour un étudiant inscrit dans un de nos programmes en santé, qu'est-ce qu'il va vivre au laboratoire simulé? Bien, en fait, dépendamment des stages, on a des compétences qui sont reliées au développement du raisonnement clinique et qui doivent s'acquérir au niveau du laboratoire de pratique. C'est des expériences qui sont standardisées. Donc, c'est-à-dire qu'on fait des scénarios très concret et très ficelé et qui nous permet vraiment de faire vivre l'expérience à l'étudiant de façon unanime. Donc, on standardise certains effets et il pourrait venir, par exemple, vivre un accouchement pour soit les soins infirmiers, par exemple, ou le soin préhospitalier d'urgence. On pourrait vivre des accouchements, on peut vivre des situations avec l'enfant pédiatrique, on peut vivre nouveau-né aussi. On a un enfant nouveau-né qui peut avoir plein de simulations, par exemple, des arrêts cardio-respiratoires. Ça peut être... on peut faire n'importe quoi. C'est à l'infini qu'on peut développer ces simulations-là. Et comment ça fonctionne, en fait? Qui contrôle ces mannequins?
Oui, c'est une très bonne question. Nous avons des techniciennes en travaux pratiques qui sont formées pour faire fonctionner les mannequins technologiques parce que ça prend quand même beaucoup d'informations et ils font tellement de choses. Par exemple, notre enfant derrière moi, il pleure, on peut le faire pleurer, il bouge sa tête, les yeux, on peut faire les réactions des pupilles peuvent changer, on peut lui faire des bruits respiratoires, les bruits cardiaques anormaux, normaux. La technicienne doit vraiment maîtriser le logiciel en arrière et c'est elle qui fait parler le mannequin. C'est-à-dire que la voix sort du mannequin et on a vraiment des effets de soit un enfant, un adulte, une femme, un homme et tout ça. Et les scénarios sont développés par nos experts de contenu qui sont les enseignants pivots qui sont de chaque programme qui vont développer et ensuite c'est validé en groupe en groupe d'enseignants et de conseillères pédagogiques. Est-ce que tu as un exemple de simulation qu'un étudiant va vivre au centre? Oui, on peut y avoir différentes simulations, c'est-à-dire que, par exemple, si on prend une simulation en soins infirmiers, on pourrait avoir une admission en cardiologie et l'étudiant doit faire l'évaluation initiale, l'évaluation physique de son patient et monter tout le dossier par rapport à cette admission-là et faire l'enseignement. On peut avoir également des patients standardisés qui sont avec nos mannequins, c'est-à-dire que ça peut être la conjointe, la fille, la mère d'un enfant, pour pouvoir interagir avec nos étudiants aussi de façon que la communication se fasse vraiment en partenariat avec la famille. Donc, c'est vraiment des éléments de compétences qu'on veut chercher et en simulation, ça s'y prête vraiment bien. Est-ce que tu peux me décrire le déroulement d'une simulation? Comment ça va se passer pour un étudiant? Oui, en fait, les étudiants arrivent le matin avec leur enseignant et sont divisés en groupes de 6 habituellement. Puis, la technicienne va leur expliquer un petit peu le fonctionnement du LAMS, du laboratoire de simulation, un peu en général, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une période de brossage. Ils vont avoir l'information sur le scénario qu'ils vont vivre et il y avait des lectures préparatoires à faire au préalable à la simulation pour qu'ils sachent un petit peu sur quoi agir à travers la sim. Et par la suite, ils vont vivre la simulation 2 par 2. Habituellement, c'est 2 par 2 et les autres sont observateurs dans la salle. Ils voient en vidéo, en projection directe. Et ensuite, il y a un débriefage qui est fait suite à la simulation et tout le monde peut y participer. Fait que c'est vraiment la façon de faire et il y a plein de possibilités. Ça peut être des simulations à répétition, ça peut être des simulations plus virtuelles. Il y a plein de possibilités qu'on peut faire. Mais en général, quand ils viennent en laboratoire, c'est vraiment la façon de faire. Allez-y, poussez, ça va bien? Oui, ça fait mal, c'est normal, OK? Pour l'instant, ça se déroule très bien, madame. Tiens, excellent, madame. Allez-y. Excellent, on pousse, madame, on est avec vous. Poussez. Ça sort très bien, madame, ça sort très bien. Super. Poussez un petit peu, OK? Je vais juste vérifier le tour du cou de votre bébé, être sûr qu'il n'y a pas de cordon. Es-tu correct? Excellent. Et toi, Isabelle, qui a de l'expérience dans le domaine de la simulation, est-ce que tu vois une différence au niveau des apprenants de vivre des contextes de simulation comme ça? Effectivement, j'ai eu des beaux commentaires des étudiants que c'est vraiment des expériences standardisées qu'on cible à travers ce qui est plus difficile à aller chercher souvent en stage et qu'on ne peut pas faire vivre à tout le monde en même temps. Donc, quand cette situation-là arrive en stage, les étudiants ils ont beaucoup plus de jugement, beaucoup plus de raisonnement et sont capables d'agir de façon optimale pour le patient. Donc oui, beaucoup de commentaires positifs en ce sens de nos étudiants. Isabelle, comme au Cégep de Chicoutimi, on a 7 techniques dans le domaine médical et paramédical. Est-ce que ça va arriver que des simulations vont se faire en interdisciplinaire? Oui, en fait, c'est la volonté du Cégep de Chicoutimi de favoriser les simulations interdisciplinaires à travers les différentes techniques qu'on a ici au Cégep de Chicoutimi. On travaille actuellement sur ce déploiement comment ça peut se faire à travers les années, à travers les sessions, mais effectivement, c'est vraiment une volonté. Par exemple, nous pourrions utiliser soins préhospitaliers d'urgence qui vont chercher une patiente, qui l'amènent dans le département d'urgence. Les soins infirmiers, les NALO peuvent être là parce que c'est une personne en arrêt cardio-respiratoire. Fait qu'il y a plein de possibilités d'intégrer plusieurs techniques de la santé dans nos simulations. C'est ce qui est vraiment intéressant et c'est ce qui fait notre force parce que ce qu'on veut chez les étudiants, chez les apprenants, c'est qu'ils développent vraiment cette communication-là interdisciplinaire et qu'ils connaissent le champ d'exercice de chaque profession pour justement utiliser le plein potentiel de leurs capacités pour faire une gestion adéquate de la santé et sécurité de nos patients à l'autre bout, là, en stage.
Donc, c'est vraiment une chance d'avoir autant de programmes de formation en santé au Cégep de Chicoutimi. Effectivement, on est vraiment chanceux et on est l'un des seuls au Québec qui possède autant de techniques en santé. Donc, ça nous permet vraiment d'être créatifs et de pouvoir développer beaucoup de simulations interdisciplinaires. J'ai vraiment hâte de le voir. Est-ce que c'est un garçon ou une fille? OK. Et à quoi ressemblent les perspectives d'avenir pour nos diplômés? Nous sommes présentement en pénurie d'inhalothérapeutes à travers le Québec. L'inhalothérapeute, c'est quand même une profession qui est jeune. Ça fait 50 ans que ça existe. Il y a eu beaucoup de développement au niveau des actions de l'inhalothérapeute au courant des 15 dernières années, ce qui fait en sorte que ça a créé une pénurie dans les hôpitaux au Québec, dans les CLSC, dans les milieux privés. Les cliniques d'apnée du sommeil recherchent beaucoup d'inhalothérapeutes. Donc, pour l'avenir, aucune inquiétude là-dessus. Nos étudiants se placent tous normalement lors de leur 3e année à Noël, lorsqu'on est rendu à la moitié de l'année, nos étudiants ont déjà tout un emploi presque à temps complet partout à travers le Québec. Et un étudiant qui désirerait poursuivre à l'université, est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels il peut se spécialiser? Oui, dans le fond, il y a l'UQAT, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, qui offre le certificat en inhalothérapie. Ça se fait à distance, donc peu importe à quel endroit l'étudiant va travailler au niveau de la province du Québec, il n'y a pas de problème, tout se fait à distance. C'est un cours, dans le fond, de 30 crédits. Puis ensuite, dépendamment de l'inhalothérapeute, il y en a qui veulent se spécialiser en administration, en gestion, donc ils peuvent aller suivre un bac en administration par la suite dans l'université la plus proche de chez soi. Et pour toi, c'est quoi la suite après ta technique? Bien, moi, en fait, j'aimerais ça rester travailler ici dans la région, dans un centre hospitalier comme à Chicoutimi ou à Jonquière ou au Lac-Saint-Jean. Pour l'instant, je prévois rentrer dans le milieu du travail immédiatement après avoir terminé ma technique. Idéalement, j'irais peut-être travailler à l'extérieur comme Québec, mais je me garde encore la porte ouverte pour voir comment ça va aller. Puis est-ce qu'il y a un milieu de travail qui t'intéresse davantage? Moi, c'est surtout les centres hospitaliers pour la proximité qu'on a avec les patients et la diversité des secteurs d'activité. Pour conclure, Mireille, je crois qu'il y a de beaux projets en inhalothérapie qui nous attendent avec la clinique C'est Chic. Est-ce que tu peux élaborer davantage? Oui, une belle collaboration avec le CIUS, Saguenay-Lac-Saint-Jean. On va bientôt recevoir des patients, de vrais patients, qui vont venir passer des tests diagnostiques au Cégep de Chicoutimi pour, d'un sens, permettre à l'étudiant de travailler vraiment le contact humain, d'avoir vraiment des patients qui ont certaines pathologies, certaines maladies, ce qui va faire en sorte que ça va les préparer encore davantage pour avant de partir en stage. Donc, c'est vraiment un beau projet, une belle collaboration entre le CIUS et le Cégep. Vraiment. Oui, on est très contents. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous aura permis de répondre à certaines de vos questions. Je vous rappelle que chaque programme du Cégep a sa propre vidéo, alors si vous hésitez parmi un ou plusieurs programmes du Cégep, je vous invite à aller les visionner. Je vous rappelle également que nous sommes disponibles pour répondre à vos questions via notre site Internet ou via le Facebook et il me fera plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais. Si vous désirez avoir plus d'informations, il est toujours possible de faire étudiant d'un jour dans l'un de nos programmes ou encore de visiter les départements du Cégep de manière virtuelle grâce à notre réalité augmentée. En terminant, je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes et au plaisir de vous rencontrer!